Les détails dans ce journal. Nous irons à Koba, le centre sino-guinéen de coopération pour le développement agricole transformé en unité industrielle. Le site est fermé par les services spéciaux. Pourquoi? Décryptage dans un instant avec Mamadi Terna Kamisoko. Et puis ce best-of des reportages 2017, aujourd'hui, gros plan sur les finances publiques avec les deux grands événements dans le milieu des financiers. Retour sur les 21 milliards de dollars pour l'exécution du PN2ES et des 20 milliards de dollars signés avec la Chine. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, je vous amène tout de suite à Sékou Touréa au palais présidentiel. Le chef de l'État a reçu en audience ce lundi un groupe d'investisseurs. Ils viennent du Kazakhstan et souhaitent investir dans la construction des routes et chemins de fer. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Abdelkarim Kondé. Ce sont des hommes d'affaires du Kazakhstan. Ils sont venus exprimer leur volonté d'investir en Guinée au président Alpha Condé, notamment dans la construction de chemins de fer et de routes, deux domaines dans lesquels la technologie et l'expertise kazakh sont reconnus sur la scène internationale. Yes, we came from Kazakhstan, visit with president. And as you know, Mr. President, le président de la République, professeur Alpha Condé, a effectué une mission récemment. Il a rencontré leur président. Ils sont convenus sur l'idée d'établir les relations bilatérales entre les deux pays et de développer les relations de business to business. C'est dans ce cadre qu'ils sont là, pour explorer avec les autorités guinéennes comment cet engagement politique entre les deux présidents pourrait se traduire en réalité. Ils sont intéressés au domaine des infrastructures, notamment la construction des chemins de fer et des routes. Leur pays, le Kazakhstan, est indépendant depuis 26 ans. Ils ont fêté leur 26e année d'indépendance récemment. Ils ont eu beaucoup d'expérience, ils ont construit beaucoup, des centaines, voire des milliers de kilomètres de chemin de fer. Ils ont construit des milliers de kilomètres de route. Aujourd'hui, le président le rappelait pendant leur entretien, il a trouvé une capitale totalement moderne, figée sur 26 ans. Donc, ils souhaitent venir ici pour nouer les relations de coopération de manière à partager avec la Guinée cette somme d'expérience. Il y a certainement des entreprises du Kazakhstan qui ont des relations avec quelques entreprises en Afrique. Mais ça, c'est la première fois qu'ils ont décidé d'établir pays à pays des relations avec un pays. Ça commence par la Guinée. Introduit chez le président de la République par le ministre d'État en charge des investissements et du partenariat public et privé, Kassori Fofana. Que peut-on retenir des actions du gouvernement Yula? Chacun a son idée. Ce matin, le Premier ministre est revenu sur sa politique de la nation. Il était l'invité de l'émission Guinée Actu de la télévision nationale. Le récit avec Bernard Tunguino. L'exercice a duré plus de 2 heures pour Mamadi Yula. Le Premier ministre a pris son temps pour passer en revue le bilan du gouvernement. L'économie, les services sociaux de base, la citoyenneté et autres sujets sont soulevés par les journalistes. Sur le bilan économique, le chef du gouvernement rappelle quelques acquis de l'année. Nous partions d'un solde budgétaire qui était largement négatif, puisque nous parlions d'un taux de 6 à 8% négatif. Donc, en 2016, nous étions presque à 0%, 0,7% de solde d'ailleurs positif. Et pour cette année, nous restons dans la même tendance. Le solde budgétaire n'est plus négatif. Il était négatif de 6 points de pourcentage, 6 à 8 points de pourcentage du PIB. Aujourd'hui, nous sommes presque à 0. C'est-à-dire que nous avons équilibré le budget de ce niveau-là. En ce qui concerne l'inflation, nous sommes dans une fourchette de l'ordre de 8%, ce qui est tout à fait compatible avec une activité qui va à la hausse. Donc là aussi, nous disons que les choses restent relativement bien maîtrisées. Sur le plateau de la RTG Coloma, Mamadi Yula est accompagné par quelques ministres. Pour le chef du gouvernement, de grands défis s'imposent à son équipe. De nouvelles perspectives sont annoncées pour 2018. Et sur les travaux publics et l'action sociale, par exemple, les chefs des départements rassurent
En 2018, il y aura l'ouverture de très grands chantiers sur le tronçon Koya jusqu'à Dabola. Ça va commencer. Nous aurons aussi le reste de la route du PK 63 de Kissidougou jusqu'à Guéguédou va démarrer. Nous avons aussi du PK de Guéguédou jusqu'au PK 35, c'est-à-dire à Koundémadou. Il est possible aussi que les 4 échangeurs de Conakry démarrent, notamment l'échangeur de Amdalaï, le Bambeto, Koza et Ankoseng. Nous travaillons dans le cadre de la mise en place d'un registre social unifié. En somme, c'est quoi? C'est un instrument qui va aider à un meilleur ciblage de tous ceux qui sont vulnérables dans notre pays et qui sont des pauvres, afin de mieux cerner l'aide sociale en leur faveur. Désormais, le gouvernement entend mettre un accent particulier sur la communication en multipliant les canaux de diffusion des informations officielles. Un exercice qui devrait apporter plus de visibilité à l'action gouvernementale, notamment chez les populations en zone rurale. Comment freiner la migration irrégulière? La réponse pourrait se trouver dans une rencontre sur ce phénomène au profil inquiétant en Guinée, mais aussi dans la sous-région, l'occasion pour les décideurs publics, acteurs de la société civile, d'interpeller les jeunes sur les risques liés à l'immigration clandestine. Les explications avec Abdourahmane Kouladialo. C'est sous le thème « La Guinée, mon avenir » que la Journée internationale des migrants a été célébrée. Organisée par l'OIM Guinée en collaboration avec le gouvernement guinéen et de certains partenaires techniques et financiers, la cérémonie a mobilisé plusieurs jeunes retournés de la Libye qui ont témoigné sur le calvaire vécu. J'ai emprunté le chemin clandestin, passant par le Mali, le Burkina et le Niger. Arrivé à la frontière, à Gadej, nous avons rencontré un passeur qui nous a demandé qui peut nous faire passer à une somme de 300 000 francs CFA. C'est ainsi que nous avons décidé de payer cette somme. C'est en ce moment que notre calvaire a commencé. Avec une enveloppe financière de 65 millions d'euros, les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner le gouvernement guinéen dans sa politique de réinsertion sociale des jeunes victimes de l'immigration clandestine. Une occasion pour nous, pour tout le monde. Nous sommes interpellés pour nous engager et surtout à dissiper les préjugés et sensibiliser sur les contributions des migrants dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Avant CNN, d'autres médias et des organisations comme l'OIM et le Haut Commissariat pour les réfugiés avaient déjà attiré l'attention sur la situation humanitaire catastrophique des réfugiés et migrants dans le Sahara et en Afrique du Nord. En présidant la cérémonie, le ministre de la Justice a, au nom du président de la République, exprimé la volonté du gouvernement à faciliter la réinsertion sociale des jeunes migrants et ceux retournés de la Libye. La question de la migration doit être absorbée à travers une approche de collaboration étroite et coordonnée entre les États, les organisations internationales, la société civile, le secteur privé, les associations locales et les migrants eux-mêmes. Une synergie d'action entre les gouvernements africains et leurs partenaires techniques et financiers contribuera à freiner l'immigration clandestine des jeunes Africains. Et puis cette tournée du ministre de l'Industrie dans certaines unités industrielles du pays, Boubacar Bari interpelle les patrons d'usines sur le respect des normes et des conditions de travail des agents. Abdulkarim Kamara. Située à Kagbelin, préfecture de Dubreka, cette usine n'était pas dans les normes il y a 2 ans. Le fer qu'elle produisait n'était pas de bonne qualité, ce qui lui a coûté le zèle de ses activités par le ministère de l'Industrie. Aujourd'hui, l'incident est clos. L'IGNM, l'Institut guinéen de normalisation, qui a eu affecté des prélèvements, et on avait demandé à la société de faire analyser ce fer, ce qui fut fait par le biais de la SGI, je crois à Abidjan. Et il s'est avéré que nous avons du fer de qualité. Après tous les contrôles et certifications, je pense que nous avons affaire à du fer de qualité cette fois-ci.
Cependant, le ministre de l'Industrie veille au grain par les visites périodiques. Il multiplie les contacts avec les responsables d'usines. Une manière pour lui de s'imprégner davantage du respect des normes dans les unités industrielles. Ces unités industrielles sont toutes assujetties à des règles de qualité, à des normes de qualité à respecter. Moi, en tant que ministre, je ne viens que constater, disons faire le point sur tous les rapports qui me sont transmis par mes services pour m'assurer que ce qu'on me transmet comme information correspond effectivement à ce qu'il y a sur le terrain. On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, donc il est tout à fait normal que je vienne voir et m'assurer que c'est fait correctement. L'autre satisfaction aujourd'hui dans cette entreprise est la sécurité des travailleurs dans ce tamas de fer. Et les autorités de l'industrie se réjouissent de l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'usine. Partons à Bofa, je vous l'annonçais en titre, là-bas, 2 usines viennent d'être fermées. Pourquoi? Ce seraient des unités qui opéraient dans la clandestinité à Bofa. Sur place, une équipe des services spéciaux s'est rendue pour constater d'abord les faits avant de procéder à la fermeture des installations. Témoignage en images dans ce reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Dans le district de Koba, à plus de 100 km de la capitale Conakry, est implanté le centre sino-guinéen de coopération pour le développement agricole Sigikoda. Ce périmètre agricole de 8 hectares s'est distingué il y a des années dans la riziculture. Mais malheureusement, depuis 2007, aucun document officiel n'autorise l'aménagement de ce domaine en raison de la fin du contrat entre les partenaires chinois et la Guinée. Pourtant, sur le terrain, les activités sont florissantes. Le site agricole s'est industrialisé aux grandes dames des autorités locales. En plus de l'élevage des volailles, une usine de fabrication d'antimoustiques et une autre pour les jus de fruits fonctionnent de façon clandestine. Tout dernièrement, encore, on nous a réunis. On a posé, je crois, que 15 questions. Qu'ils nous disent proprement, dites ce qui les a envoyés ici. Avec le représentant guinéen qui est auprès de Soukoba, Sigikoda. Il dit qu'il ne connaît pas. Le service de l'environnement préfectoral est venu plus de 4 fois ici. Impossible, quand on vient, il dit que le répondant se trouve à Conakry, il faut l'attendre. On n'a pas de chemin. Il y a 3-4 ministères qui sont là comme ça, presque 5. Il y a l'agriculture, il y a l'industrie, il y a l'élevage, il y a le commerce, et à l'environnement. Donc, pour moi, ils m'ont dit que c'est éphémère avec l'installation. Et les documents, tout est traité à Conakry, donc nous sommes limités. Alerté par le département de l'agriculture, propriétaire des lieux, le secrétaire général à la présidence en charge des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé s'est rendu sur le site de Sigikoda. Le colonel Kegboro est surpris de la transformation de ce centre agricole en un site industriel. Au sortir d'une rencontre avec les autorités locales et les responsables des 2 sociétés incriminées, des mesures sont annoncées. Ces gens-là n'ont aucun document qui le lie à l'État. Ni avec le ministère de l'Agriculture, qui est dans son plein droit car le site est agronome et agricole, ni avec le ministère du Commerce qui a le droit ou le devoir de contrôler tous les produits consommables avant leur mise sur le marché, ni avec le ministère de l'Environnement parce que l'environnement a un problème dans ce pays aujourd'hui. C'est l'avenir de vos enfants qu'on est détruit comme ça par ces charbons. Ils n'ont rien, que ce soit le jus, que ce soit cette usine d'antimoustiques, ça ne se fait nulle part dans le monde. Dès après la fermeture des 2 usines, le colonel Kegboro s'est entretenu avec les employés. Les mauvaises conditions de traitement salarial et le manque d'équipement de protection individuelle ont été dénoncés. Des questions sur lesquelles les autorités comptent se pencher avant toute reprise des activités dans ces usines. La Guinée recrute un cabinet international pour produire les rapports ITIE de 2016 et 2017. L'objectif du gouvernement est de renforcer la transparence dans la gestion des projets miniers. La conformité aux normes de l'ITIE international sera renouvelée, comme le montre ce reportage de Mamadou Alpha Baldé, Mohamed Lamine Kaba. En cette fin d'année, le gouvernement guinéen met les bouchées doubles pour le succès de la prochaine validation du pays prévue l'année prochaine par l'ITIE international. À ce jour, le processus de production des rapports 2016 et 2017 se poursuit.
Un cabinet international est recruté à cet effet. Il promet de fournir des rapports de qualité dans les délais. Nous avons entamé la première phase de la mission, qui est la phase de cadrage, de validation du périmètre, donc depuis le début de cette semaine, avec des rencontres avec toutes les parties prenantes, effectivement, et essentiellement donc les représentants des administrations publiques qui sont impliqués dans la production des données, mais aussi on a prévu de rencontrer aussi donc des représentants de quelques sociétés pour avoir aussi leur feedback et leur retour par rapport au rapport précédent. Donc effectivement, suite à cette phase, nous devrions produire un rapport de lancement qui sera soumis au comité pour validation. Une fois que c'est validé, on va lancer la collecte des données, effectivement pour le besoin donc de l'exercice de rapprochement. Et ensuite, bien entendu, on va produire le rapport en question. Dans sa bataille permanente de promotion de la transparence dans les industries du sous-sol, l'ITIE Guinée intègre dans ses nouveaux rapports la propriété réelle des entreprises évoluant dans le pays. Une nouvelle norme qui devrait permettre une meilleure traçabilité des fonds investis dans les projets miniers. La propriété réelle, c'est qui en réalité a la propriété ultime des titres miniers qui sont délivrés par l'État et qui sont détenus par les compagnies minières. Qui a la vraie influence, qui a la vraie décision. Lorsqu'on détermine cela, lorsqu'on sait que par exemple au niveau de l'administration, il y a des fonctionnaires qui ont des titres miniers, on saura naturellement que ces titres-là sont gérés d'une manière qui n'est pas conforme aux normes, parce que ces titres vont certainement bénéficier de protection, de faveur de la part des administrateurs qui détiennent ces permis-là de façon ultime, même s'ils n'apparaissent pas. Donc la propriété ultime mérite d'être connue et nous y travaillons. Vos éléments qui font pas des nouvelles normes ITIE, la nouvelle norme ITIE vont être inclus cette fois-ci dans le rapport. Engagée dans le processus ITIE depuis 2005, la Guinée n'a pu obtenir sa validation qu'en juillet 2014. Elle se prépare à confirmer son statut de pays conforme aux normes ITIE. Avec ce statut, le secteur extractif guinéen est présenté comme l'un des plus transparents de la planète. C'est une petite révolution à la Caisse nationale de sécurité sociale. L'institution se dote d'appareils pour le stockage à long terme de données numériques. Son service d'archivage jusqu'ici en papier migre vers le numérique et dans les jours à venir, plus de 50 000 dossiers seront mis en format électronique. Le point avec Maurice Sidibé. Considérées comme la mémoire de l'institution, les archives de la Caisse nationale de sécurité sociale sont sur le point d'être numérisées. L'institution vient de se doter d'outils informatiques, parmi lesquels une imprimante 3D et ses appareils de scannage de dossiers. En une minute, le système est capable de faire une reproduction numérique de 30 copies. C'est des machines que nous, déjà, on utilise en Europe. Donc, connaissant déjà la capacité et puis la performance de ces machines, et je suis sûr qu'elle va être adaptée à la structure guinéenne. Les scanners, c'est de marque Browser, parce que sinon, comme ça, scanner tout simple, ça peut prendre 2 mois. C'est l'avis de l'institution. Avant même que moi je ne sois là, ces archives-là existent. Je partirai, ces archives resteront. C'est pour la génération future. Depuis la création de l'institution, du premier retraité au dernier retraité, se trouve stocké ici toute sa documentation. Décédé ou vivant, il a sa vie ici. Plus de 50 000 dossiers concernant les branches de retraite, d'invalidité, de maladie et risques professionnels, tout comme des décès, seront numérisés. Le processus va mettre ces archives à l'abri des incendies, de l'humidité et d'autres pertes de documents. L'opération va s'étendre sur 8 mois. La Caisse a des initiatives pour moderniser notre institution. Ça va servir à scanner tous les papiers, de la forme matérielle à la forme numérique. Et le matériel, c'est des appareils numériques qui sont venus, où on n'a plus besoin de faire un câblage, mais tout se passera dans la forme numérique. L'importance, elle est grande, parce que ça nous fait gagner en temps de travail, et ça protège nos collaborateurs contre les moisissures. Ça permet de sécuriser toutes les données de l'institution. Dans la poursuite de la réforme de l'institution, une nouvelle unité médicale est en rénovation. Elle sera dotée d'une imagerie par résonance magnétique 1.5 en vue de rendre le centre de diagnostic plus performant dans la prise en charge des patients.
Comment offrir un toit solidaire à une famille vulnérable? Au ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, on opte pour la construction de logements sociaux, un projet du gouvernement pour ses fonctionnaires que la Chine accompagne. Vous allez le voir, le projet avance et les initiateurs annoncent l'identification des sites. Mounir Bari et Aboubakar Junior suivent pour nous ce dossier. La construction de logements sociaux figure en bonne place dans la politique du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Pour atteindre cet objectif, quelques sites sont identifiés. Les autorités de tutelle ont mis en place une commission de recensement et d'indemnisation. Une action qui vise à identifier les zones occupées par les particuliers avant leur dédommagement. Les premiers bénéficiaires d'indemnisation ont bénéficié de 3 745 francs par mètre carré. Quand il y a eu renégociation, le montant a été doublé. Il est passé de 3 745 à 7 490 francs. Donc ceux qui avaient pris l'équivalent de 3 745 par mètre carré prendront encore le même montant. Pour avoir pour que ce soit 7 490 par mètre carré de casier. Ce ne sont pas des bâtiments. Ce ne sont pas des bâtiments. Ils étaient dans les zones rizicoles, des zones humides. Ils ont quitté suite à une négociation qui a été soldée par une indemnisation. Ces différentes zones, je l'ai dit dans le discours, serviront à la construction des maisons sociales. Pour les Guinéens. En 2014, la première opération d'indemnisation des citoyens a été engagée. Avec l'accompagnement financier de la société chinoise Mar Grandioso, les travaux de construction de ces logements vont bientôt démarrer. Pour cette première opération, quelques quartiers de la commune de Ratoma sont visés par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, notamment Lambani, Waréa, Kobaya et Tayaki, entre autres. C'est officiel, le partenariat national de l'eau a un nouveau bureau mis en place lors d'une assemblée générale de l'organisation. La nouvelle équipe prend l'engagement de redynamiser la gestion intégrée des ressources minérales. Alors comment tout cela va concrètement se faire? Élément de réponse dans ce reportage de Valérie Talimane. Ces acteurs environnementalistes sont à la recherche des voies et moyens pour la protection des ressources minérales. Parmi les défis à relever, rationaliser l'exploitation des ressources hydrauliques en Guinée. Réunis en Assemblée générale, l'occasion est mise à profit par le partenariat national de l'eau en Guinée pour renouveler son bureau exécutif. L'ancien bureau a traversé une période difficile parallèlement à Ebola. Nous n'avons pas pu évoluer comme cela se devait. Néanmoins, nous avons eu une réunion internationale ici que nous avions organisée avec nos partenaires de Ouagadougou, qui sont nos partenaires. Nous avons mis en place les comités techniques qu'il fallait. La vie, c'est l'eau. Donc, la conjonction des efforts de tous les acteurs va nous permettre à utiliser à bon escient les ressources en eau que la nature a mis à notre disposition. Afin de rehausser le niveau de la structure, le bureau entrant nourrit déjà des ambitions. L'une des missions est d'élaborer un plan d'action pour pérenniser la synergie pour l'application des principes intégrés dans la gestion minérale. Nous allons nous atteler très rapidement à reformuler un nouveau plan d'action qui sera bâti autour de la mobilisation des ressources. La mise en place de cette nouvelle équipe va permettre à ces acteurs issus de la société civile de s'impliquer davantage dans la protection de l'environnement. Pour ce faire, les réflexions sont axées sur les nouvelles stratégies. Ceci pour limiter les conséquences du réchauffement climatique. Et puis la rubrique de la Guinée en bref, une compilation de la rédaction commentée par Fatima Tougalo. Célébration de la Journée internationale de la langue arabe. La journée a été instituée en 2012 suite à la proposition de certains pays arabes au cours d'une session du Conseil exécutif de l'UNESCO. La date marque la reconnaissance de l'arabe comme langue officielle des Nations Unies. Selon les spécialistes, plus de 422 millions de personnes parlent arabe dans le monde. C'est une langue officielle
les écoles, il y a des écoles franco-arabes qui sont subventionnées, qui sont tous sous le tutelle du ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale. Et il y a un département de la langue arabe. Il y a aussi des universités, même privées, qui enseignent en langue arabe. En même temps, il y a des lycées, aussi des lycées de la langue arabe et des collèges. Et vous n'êtes pas sans savoir, dans toutes les régions administratives de la Guinée, soit il y a un collège ou il y a un lycée franco-arabe et public. Je dis public. À côté de cela, vous avez des universités privées, des collèges privés, des écoles de licence, des lycées privés. Donc le gouvernement s'engage et le gouvernement donne cette importance à la langue. Parce que vouloir même célébrer et accepter qu'au sein d'une grande université de la Guinée, l'université publique, à savoir l'université de Sofonia, nous avons un département de la langue arabe. Les réformes des forces de défense et de sécurité se poursuivent. Une nouvelle promotion de policiers et de gendarmes vient de boucler une formation. Ils se sont familiarisés avec les principes et règlements des Nations Unies en matière de maintien de la paix. Ils bénéficient de l'expérience de l'école Alioune Blondon Bay de Bamako. Avant, on déployait les policiers et les gendarmes guinéens sur les théâtres de maintien de la paix sans aucune préparation préalable. Aujourd'hui, il y a des formations de pré-déploiement. Ensuite, il y a des tests officiels à travers lesquels c'est seulement les admis qui se déplacent. Et une fois qu'ils sont sur le terrain, ils sont déjà préparés et représentent valablement la République de Guinée à travers le reste du monde. Le génie agricole poursuit sa campagne de récolte du riz dans les différentes unités agricoles du pays. Objectif, apporter sa contribution au développement socio-économique de la nation. Lancement de la fondation Miss Mariam Touré. Sa mission est de redonner le sourire aux victimes de fistules obstétricales. L'ambassadrice de la RTG s'est investie depuis 12 mois dans le social. À travers ce projet, elle compte soutenir les couches vulnérables. Le Nimba, ou le Sacre des meilleurs, récompense les meilleurs sportifs de l'année. L'initiative est de l'Association de la presse sportive de Guinée. Il récompense les meilleurs talents et acteurs du sport. Cette année, 11 fédérations sportives sont retenues pour des distinctions. Il s'agit du Nimba d'or du meilleur sportif guinéen de l'année 2017. Le Nimba du meilleur arbitre 2017, le Nimba du meilleur entraîneur, le Nimba du meilleur sportif étranger évoluant en Guinée, le Nimba du meilleur sportif guinéen sur le plan local, le Nimba du meilleur sportif guinéen évoluant à l'étranger, le Nimba du meilleur manager sportif, le Nimba du meilleur espoir et 2 Nimba d'honneur, c'est-à-dire un Nimba d'honneur pour un ancien dirigeant et un Nimba d'honneur pour un ancien sportif. Ce sont les différents prix qui seront décernés lors du Nimba d'or de 2017 qui sera organisé le 4 janvier 2018 au Centre culturel franco-guinéen. Les femmes de l'Alliance RPG Arc-en-Ciel, en collaboration avec la Convergence républicaine des acquis du changement CRAC, viennent d'organiser un meeting de sensibilisation autour des idéaux de paix et d'unité nationale. Première étape, la commune de Kaloum. Si dans l'actualité, en bref et en images, l'Ouragan Football Club de la RTG poursuit sa marche vers le trophée du tournoi corporatif des médias guinéens ce soir au stade de proximité de Nongo. L'Ouragan a soufflé l'équipe de Djigui FM pour se qualifier aux demi-finales. La RTG a gagné par 2-0. Elle jouera son prochain match contre la Voix de l'Afrique qui a éliminé le groupe Adafo Média. Vous la connaissez, cette rubrique de la rédaction, le Best-of 2017, une sélection de séquences marquantes de l'actualité traitées par nos reporters. Et ce soir, nous revenons sur les 2 plus grands événements dans les finances publiques, l'accord cadre de convention de 20 milliards signé avec la Chine en septembre et les 21 milliards de dollars d'intention de financement du plan national de développement économique et social en novembre à Paris. Suivez. La relation sino-guinéenne a été élevée au niveau stratégique depuis
la visite d'État du président de la République en novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programme et de projet, la concrétisation de ce caractère stratégique. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2036. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Dans cette salle se dessine l'avenir de la Guinée pour les années à venir. Une levée de fonds est engagée à Paris pour booster l'agriculture, l'éducation, l'énergie, les mines et les infrastructures. Les résultats à ce jour sont encourageants. Le PNDES mérite que nous lui apportions notre soutien total. Envisagez un instant l'avenir de la Guinée. Avec le PNDES, son économie devrait enregistrer une croissance supplémentaire de 3 à 5% pour atteindre à 9,3% en 2019 et 10,2% en 2020. J'ai donc le plaisir d'annoncer, Monsieur le Président, que la Banque africaine de développement, votre banque, promet d'engager la somme de 703 millions de dollars américains pour la mise en œuvre de PNDES. La Banque mondiale, dans sa partie publique, pour l'IDA, apportera pour le PNDES un total de 1,6 milliard de dollars. Nous sommes nous-mêmes un peu perplexes quand on voit tous ces montants qui ont été annoncés, mais nous nous gardons de donner le chiffre exact puisque les contributions ne sont pas fixes. Le secteur privé va mettre plus de 7 milliards de dollars dans le panier. 4 axes prioritaires sont identifiés pour le développement de la Guinée d'ici à 2020. Bonne gouvernance, sécurité alimentaire, gestion des ressources humaines, qualification du capital humain. Les annonces de dons et de prêts se multiplient. La France portera donc son aide bilatérale à 501 millions d'euros sur la période jusqu'en 2020. Après 2 jours d'intenses travaux sur le PN2S, Plan national de développement économique et social, les résultats semblent satisfaisants. Plus de 21 milliards de dollars ont été annoncés par les partenaires au développement de la Guinée pour soutenir le PN2S 2016-2020. Je pense que le peuple de Guinée peut être fier de la tenue de ce groupe consultatif, car les résultats que nous avons obtenus sont largement au-dessus de nos espoirs, ce qui est une grande marque de confiance aujourd'hui de nos partenaires sur la capacité du gouvernement de mener à bon port son programme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Jean Donamou, au réalisateur Saliouba et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Ouagadougou, Koundara, Lola, Tunkarata et Bofa. Bonsoir. Lipco innove, améliore ses produits. La génération de consommateurs avisés est une grande inspiration pour Lipco. Pour vous satisfaire, Lipco dispose d'une gamme riche et variée de produits correspondant à vos besoins et modes de vie. Lipco dispose dans sa galerie des meubles de bureau, des tables, des coffres-forts, des meubles de maison importés mais aussi fabriqués en Guinée. Tables à manger, des lits de toutes catégories, des appareils électroménagers, des frigidaires, des congélateurs, des écrans plats à 3 dimensions et d'autres types d'appareils. Des literies, des articles de décoration,
Lipco a des matelas orthopédiques. Lipco est collé à l'archevêché de Kaloum. Infoline 664 18 18 04 620 63 23 13. Lipco livre et installe à domicile. À Lipco, vous satisfaire est notre préoccupation. Visitez notre site Guinée Voyage. Avec le e-ticket, faites vous-même votre réservation en ligne, choisissez votre compagnie aérienne et votre prix. I'd spend my time